Donc bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur les 5 fondamentaux du Lean pour réussir votre démarche de transformation. Donc je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, la session sera animée par deux de nos consultants, qui sont donc Olivier Myriot et Jean-Christophe Brouette, que vous pouvez voir. Alors, du coup, brièvement, je vous informe que pour le confort de tous, vos micros et vos caméras sont coupés. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre la webconférence convenablement, sachant qu'on sera pas mal nombreux aujourd'hui. Pour ce qui est des questions, vous pouvez les poser à tout moment via le petit module de chat, là où tout le monde est en train de dire bonjour. Voilà, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Du coup, nos deux consultants, Olivier et Jean-Christophe, essaieront de répondre à toutes vos questions au fil de l'eau. Comme vous êtes nombreux et s'il y a trop de questions, on ne pourra peut-être pas répondre à tout. Donc voilà, on fera au maximum, mais après, dans tous les cas, vous pourrez nous contacter pour nous poser toutes vos questions, il n'y a aucun souci. Pour ce qui est des slides et du replay, comme je vous disais en début de webconférence, vous recevrez un mail début de semaine prochaine avec tous ces éléments. Brièvement, je vais vous présenter la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis plus de 30 ans et nous avons une antenne à Paris, à Grenoble, à Reims, à Lorient et à Lille. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Olivier et à Jean-Christophe et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci Camille. Je vais avoir le plaisir de démarrer cette webconférence. Donc bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux tous les mois pour participer à ce type de webconférence. Donc nous allons effectivement, comme le rappelait Camille, nous centrer sur les fondamentaux d'une démarche de transformation en ligne. Donc on va tout d'abord poser le cadre finalement de cette webconférence, à quoi servent ces fondamentaux dans la démarche de transformation. Et puis, nous aborderons chacun de ces 5 fondamentaux. On aura le plaisir d'alterner les présentations avec Olivier. Voilà. Et puis, comme le rappelait Camille, on se fera un plaisir de répondre à vos questions au fur et à mesure de cette webconférence qui va durer 1 heure. Donc, nous allons démarrer sur ce premier point qui va porter sur la première question: à quoi servent ces fondamentaux dans la démarche Lean? Donc, première question, qu'est-ce que le Lean? Voilà, donc c'est une question auquel vous avez peut-être la réponse. En tout cas, nous, on a un principe de base chez XL, c'est que le Lean ne sert pas à supprimer les postes, le Lean ne sert pas à réduire les effectifs, ni à gagner en première instance en rentabilité. En tout cas, c'est une philosophie pour nous centrée sur la culture de l'amélioration continue et le respect des personnes, permettant bien sûr à l'entreprise et aux clients de gagner en satisfaction avec un point qui est extrêmement important, c'est l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration des activités au service du client. Donc, philosophie et culture d'entreprise centrée sur l'amélioration continue. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que ça utilise un certain nombre de principes. Comme c'est une philosophie, on va voir que cette philosophie, elle met au cœur de l'entreprise les équipes, basées sur l'intelligence collective. Alors, l'intelligence collective, c'est tout à fait simple. On a pour habitude dans les entreprises, alors en France, souvent, de se centrer sur le chef qui a toujours raison. Et bien là, l'idée, c'est le fait de dire c'est les équipes qui vivent l'activité, qui créent de la valeur. Donc, ce sont les équipes aussi qui sont impliquées dans l'amélioration continue, dans les propositions d'amélioration. Et ça marche très bien en fonctionnement d'ateliers, d'équipes transverses, pour les impliquer dans l'amélioration de leur activité. Donc, l'intelligence collective est au cœur des démarches Lean. Le deuxième principe extrêmement important, c'est le juste nécessaire. On va voir que, effectivement, ce qui pénalise la performance des entreprises, notamment, c'est un manque d'agilité, un manque de flexibilité. Donc, c'est tout ce qui est complexité dans les process. Et on va se recentrer sur le juste nécessaire en réduisant les irritants et les gaspillages. Le troisième principe
clé, c'est la remise en cause permanente. Effectivement, si on est bloqué sur un certain nombre d'acquis, de l'histoire, des habitudes de travail et cetera, et qu'on a des difficultés à se remettre en question, ça sera extrêmement compliqué de progresser. Donc une des bases de l'amélioration continue, c'est d'être capable de se remettre en question individuellement à tous les niveaux de l'organisation, mais également collectivement dans l'entreprise pour savoir ce que l'on peut améliorer, réduire, optimiser, et cetera. Faire plus simple. Voilà, donc 3 principes de base et une philosophie, d'entreprise. Donc les objectifs sont simples. Premièrement, c'est de centrer, les activités sur la valeur ajoutée attendue par le client. Donc ça veut dire que l'on doit se poser une première question: qu'est-ce qui crée de la valeur ajoutée pour le client dans nos flux et dans nos activités? C'est une question qui est simple, mais qui n'est pas non plus extrêmement évidente à apporter des réponses. En tout cas, elle a le mérite d'être posée. Qu'est-ce qui crée de la valeur ajoutée dans nos flux? Donc, qu'est-ce qui transforme le produit et le service au service de nos clients? Et donc, versus la valeur ajoutée, nous avons dans les flux et dans les activités tout ce qui peut alourdir, freiner les flux et donc les gaspillages. On parle beaucoup de gaspillage dans le Lean. Et donc, un des objectifs, c'est de réduire les gaspillages. On verra qu'il y en a 8 juste après. Et effectivement, le fait de se centrer sur la valeur ajoutée et de réduire les gaspillages va permettre de simplifier les flux. Alors, c'est assez magique parce que quand on simplifie les flux, quand on a moins de tâches à non-valeur ajoutée, moins de gaspillage dans les flux, et puis on est plus agile, on est plus flexible, on va plus vite, non pas parce qu'on travaille plus vite, mais on travaille sur l'essentiel, sur ce qui crée de la valeur ajoutée, et on réduit les gaspillages, permettant effectivement de simplifier nos activités. Donc, ce point étant dit, les 3 objectifs, se permettent d'être atteints. Comment? Eh beh, simplement en plaçant les équipes au cœur. On a bien compris que ce sont les équipes qui créent de la valeur ajoutée, c'est ceux qui font et donc c'est ceux qui savent. Les équipes savent où sont les problèmes, savent les irritants qu'ils subissent et probablement qu'ils ont de bonnes idées pour améliorer aussi le fonctionnement. Donc on place les équipes, au cœur des démarches d'amélioration et des chantiers d'amélioration dans l'entreprise. Le client est également au centre. Souvent, on perd de vue le client dans l'entreprise, on perd de vue ses exigences, ses attentes, ce qui crée de la valeur. Donc, on va remettre le client au centre de l'entreprise, comme on remet l'église au centre du village. L'objectif, c'est aussi d'augmenter la flexibilité, la fluidité, l'agilité dans l'entreprise. Et dans des contextes que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, gagner en agilité, c'est également gagner en capacité à mieux répondre aux évolutions et aux complexités de nos marchés. Les performances qui sont attendues, alors on a bien dit qu'on plaçait les équipes au centre, donc il faut aussi se préoccuper et avant tout des conditions de travail. Un des enjeux de la démarche Lean, c'est d'améliorer la sécurité si vous avez des problématiques de sécurité, mais également de gagner en sérénité au niveau des équipes. On est assez choqué à chaque fois dans les entreprises quand on va faire des diagnostics et quand on fait des actions de conseil, de voir le niveau de stress, de tension, le mode pompier qui peut générer un stress important et un manque de sérénité. Donc, gagner en sérénité, en sécurité, c'est un des premiers axes de performance dans les démarches. C'est aussi d'améliorer la qualité. La qualité, donc c'est éviter le retravail, c'est réduire les défauts, c'est de centrer sur ce qui fait la qualité au niveau des produits et des services de l'entreprise. Donc, axe de performance. Le troisième, c'est de gagner en qualité. Le quatrième, c'est de gagner en délai. Donc, c'est de gagner du temps, justement, et de diminuer les temps traversés dans les processus. Et le dernier axe de performance, qui n'est que la conséquence des premiers, ça va être de gagner en coût, donc de générer, en réduisant la non-qualité, on gagne, en accélérant les délais, on gagne aussi, en rentabilité, et cetera, et cetera. Donc vous voyez bien que le coût n'est pas au début, mais est une conséquence des 4 précédents axes de performance dans les démarches de transformation en ligne. Il ne faut pas se tromper de sens. On parlait des gaspillages, donc ce qui est important dans les démarches de transformation, c'est d'aller sur le terrain, de descendre sur le terrain et d'apprendre à voir et à écouter, à voir ce qui se passe
au niveau des opérationnels, au niveau de l'activité d'entreprise, et faire ressortir, on va dire, l'ensemble des dysfonctionnements, des irritants et des gaspillages. Il y en a 8 principaux, mais vous pouvez en avoir d'autres, hein. Donc, tout ce qui crée de la surproduction, bah, ça génère du travail inutile, hein, c'est un gaspillage. Les défauts, le retravail, c'est aussi un gaspillage et ça coûte par ailleurs. Les délais, les problématiques de délai, d'attente dans les flux, c'est un gaspillage qu'on va essayer de réduire. Tout ce qui est tâches inutiles, mouvements inutiles, déplacements inutiles, etc. Des problèmes d'ergonomie de poste de travail qui créent aussi des impacts en matière de TMS, en matière d'insécurité. Ça va être un gaspillage que l'on va réduire. Et puis, bah, des stocks importants qu'on peut avoir, alors autant en industrie qu'en service, hein. Ça va être un élément sur lequel on va travailler pour essayer de réduire ce type de gaspillage, donc le surstockage. Et puis un des gaspillages les plus importants, ça va être l'intelligence inutilisée, donc la difficulté à mettre les équipes en capacité à proposer des actions d'amélioration. Donc le gaspillage humain est aussi un des gaspillages et un des plus importants dans la démarche Lean. Donc un des objectifs, c'est de réduire ces 8 gaspillages. Apprendre à voir, aller sur le terrain pour faire ressortir ces gaspillages et essayer de les réduire de façon très, très opérationnelle. Donc on va parler maintenant des démarches de transformation. On va poser les 5 fondamentaux dans cette démarche de transformation. Donc, une démarche de transformation Lean, c'est une démarche de long terme qui est basée aussi sur des résultats de court terme. Donc, on va commencer par identifier les opportunités d'amélioration dans l'entreprise en lien avec les enjeux. Est-ce que vous avez des enjeux de productivité, de délai, de qualité, de stock à réduire, etc. Donc, quels sont vos enjeux? Quelles sont les opportunités d'amélioration pour identifier les chantiers que l'on va pouvoir mener et la priorisation de ces chantiers dans une feuille de route? C'est le premier point de départ. Pourquoi cette démarche? Où on veut aller? Comment on y va? Quel chantier structuré? Le deuxième point de départ, c'est la montée en compétence. Le deuxième point, pardon, de cette démarche, c'est la montée en compétence des équipes, la formation et la mise en place de chantiers d'amélioration pilotes sur des secteurs, sur des entités où on sera capable de gagner rapidement des gains et de montrer par l'exemple les bons résultats en impliquant les équipes pour ensuite rentrer dans une troisième phase qui est le déploiement, la généralisation et la pérennisation de cette démarche en l'étendant sur l'ensemble des activités et des services de l'entreprise. Et on rentre ainsi dans une boucle de pilotage de l'amélioration continue avec l'implication de plus en plus importante de l'ensemble des services. Voilà, donc c'est une démarche qui est structurée, qui s'engage sur le long terme, qui permet d'embarquer les équipes, mais qui se fait aussi pas à pas, hein. Ce n'est pas des résultats conséquents dans les 3 mois, hein. Il faut aussi apprendre à prendre le temps pour pouvoir installer une culture de l'amélioration continue et générer des résultats, des résultats. Donc, on parle de culture. Les 5 fondamentaux de la culture Lean sont les suivants et on va les détailler et je passerai la parole juste après à Olivier. Un des premiers fondements de la démarche, c'est de créer un environnement propice au bon fonctionnement des équipes. Si vous avez des postes de travail qui sont encombrés, qui sont sales, si on passe du temps à chercher la matière première, à chercher les équipements, si on a des postes qui sont mal organisés, si on a des risques de sécurité, si ça crée des TMS, eh bien, là, les équipes auront du mal à s'impliquer dans les chantiers d'amélioration. Donc, créons d'abord un environnement propice. On va voir comment. L'autre élément qui va être extrêmement important, c'est de centrer les équipes sur la performance attendue. C'est de partager les résultats, c'est de créer une dynamique collective, donc autour de la performance, en impliquant les équipes. On va voir comment, ça va être le deuxième point important. Le troisième point important, c'est la capacité à résoudre les problèmes. Il ne suffit pas, bien sûr, de les voir, il faut aussi les faire remonter, puis il faut les traiter. Chaque équipe a la capacité d'adresser ces problématiques. Certains sont trop complexes, donc on va remonter les sujets d'amélioration et les problèmes, mais les équipes ont la capacité de traiter de façon autonome
les problèmes qu'elles peuvent rencontrer. Donc, on va créer aussi une culture de l'amélioration continue en faisant monter en autonomie les équipes dans leur capacité à traiter les problèmes. Et puis, on a des chantiers d'amélioration à gain rapide. Donc, on a des flux à améliorer, des flux à optimiser, des activités qui dysfonctionnent un petit peu, des problèmes de qualité. Donc, on va créer des chantiers d'amélioration par percée Kaizen, c'est le nom, en mobilisant des équipes sur un temps court pour obtenir des résultats rapides. Donc, c'est de notre état d'esprit un mode projet court permettant d'obtenir des gains rapides. Et c'est un des fondamentaux extrêmement importants dans cette démarche d'amélioration continue. Et on terminera par poser les cales. Poser les cales, c'est identifier les standards, les bonnes pratiques, définir avec les équipes la façon de faire et la meilleure façon de faire pour gagner en performance et aligner les bonnes pratiques au sein des équipes. Donc, on va parler de standards. Voilà les 5 fondamentaux que l'on se propose maintenant de développer. Et je vais passer la parole à Olivier pour démarrer sur le premier, optimiser l'environnement de travail, créer un environnement de travail propice. Merci Jean-Christophe. Alors, je vais prendre le contrôle. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis. Donc, on rentre dans cette deuxième phase qui est l'environnement de travail, donc notion de 5S. Alors, qu'est-ce que le 5S? Un petit exemple pour illustrer ça. C'est un petit exercice que j'aime bien utiliser quand je fais des groupes de travail avec des opérateurs. Vous avez devant vous des chiffres. Il y en a 50. Ça va de 1 à 50. Il en manque un. Et avec dans votre chat, vous pouvez, je vous donne quelques secondes en fait pour déterminer, pour me dire lequel manque dans ces 50 chiffres. Vous voir que ici vous avez le 1. Je vous donne le 1 quand même. Et puis ici vous avez le 50. Il en manque un. Lequel? Je vois le 2, le 49. Il y a le 49, non. Non, je l'ai vu, le 2 aussi, il existe. Alors, ça peut être les chiffres du loto gagnant ce soir, mais... Allez-y dans le chat. Ils ne sont pas tous, hein, il en manque un. Il en manque un. Il en manque un. Ouais. Non, c'est pas le 12, Non, c'est pas le 6, 44, c'est pas le 44. Voilà, c'est pas le 6 non plus. Peut-être au hasard, vous allez aussi. C'est pas le 46 dire. non plus. Voilà. Ah, il y en a qui a trouvé la solution. Ouais. Est-ce que Mais c'est au le bout de hasard? quand même quelques temps. Voilà. L'idée, je le passe, hein, c'est un petit exercice qu'on peut faire un peu plus longtemps. Il manque le 19. Vous vous rendez compte que dans un farfouillon comme ça, c'est pas forcément évident de trouver le problème. Et si je vous montre une grille, la grille suivante, je vous dis, là, il manque un chiffre. C'est lequel? Très rapidement, on s'aperçoit que c'est le 27. C'est le Lean et le 5S, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Pour ça que j'utilise ce petit exercice de façon très simple. C'est le pouvoir de voir. Le pouvoir de voir les problèmes, le pouvoir de se rendre compte que ça marche pas. Alors qu'effectivement, si vous revenez dans un contexte comme ça, c'est plus difficile. Donc toute la base du 5S et même du Lean, hein, et ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'article de notre collègue Cyril sur les 5 fondamentaux, et il parle de pouvoir de voir, les super pouvoirs. Effectivement, on va trouver des lunettes pour pouvoir mieux voir, mieux comprendre comment aller, sur quel axe il va falloir commencer à travailler. Et donc, un des points, c'est le 5S. Alors, le 5S, qu'est-ce que c'est? C'est des situations où on arrive dans des ateliers, dans des usines, mais même dans des services, dans des bureaux, et c'est le bazar. C'est le bazar, donc, alors c'est souvent aussi dans nos garages, hein, on stocke, on ne sait pas ce qu'il faut jeter, pas jeter, et donc on accumule, et on range pas, et donc on ne voit pas. C'est une des premières phases, en fait. On va voir à quoi va servir le 5S. C'est ces fameuses 5... alors, les S, c'est des mots japonais, je ne vous les sortirai pas parce que ils sont assez complexes, mais ça a été transformé en français en 5 phases, qui sont la première phase d'éliminer. On va essayer d'enlever tout ce qui gêne. Alors, c'est des phases assez simples, mais il faut faire. Alors, on dit il faut faire attention parce que si effectivement on jette tout, on va se dire il y a quelqu'un qui va dire mais qui c'est qui a mis la barre que j'utilisais pour pouvoir dépanner telle ou telle machine. Donc avant ça, alors
Avant ça, on va déjà définir ce qu'on appelle une ZAD, une zone en attente de décision. On va mettre en fait les objets qui sont, on ne sait pas ce que c'est, donc on les met, avant de les jeter, on les met dans une zone pour pouvoir déterminer si ça a un fonctionnement, si quelqu'un a une utilité. Mais on a au poste de travail que des objets nécessaires, propres et en bon état. On est au juste nécessaire. Est-ce qu'on revient tout à l'heure à ce que disait Jean-Christophe. Ensuite, la deuxième phase du 5S, ça va être de ranger. Donc, on va mettre les endroits qui sont disponibles immédiatement et on va faire des classements en disant, ben, ce que j'utilise tout le temps, ben, je le mets sur moi. Un des meilleurs exemples, c'est la ceinture de charpentier ou de couvreur. Si le couvreur ou le charpentier est chaque fois obligé d'aller descendre chercher ses outils dans son camion, il va passer son temps à monter et descendre l'échelle et en prenant des risques en plus de sécurité, eh ben, ils ont les ceintures de charpentier, on va avoir tous les outils nécessaires, juste nécessaires, sur place, directement sur soi. C'est vraiment le principe. Donc de ranger en disant, ben, ce que j'utilise peu fréquemment, ben, je vais le mettre dans un placard, mais qui va être rangé et répertorié. Ensuite, troisième phase, ça va être la phase nettoyer. Alors en français, le S a été traduit par nettoyer. En anglais, en fait, ça a été traduit par shine. C'est plutôt faire briller. Et ça me semble beaucoup plus intéressant comme mot, dans le sens où c'est pas que nettoyer, mais c'est aussi voilà, rendre visible. Puis on est toujours dans ce côté rendre visible, mais c'est rendre visible les problèmes. J'ai eu la chance de visiter une usine Toyota à Kolín, en Tchéquie, et j'ai été surpris parce que tout était blanc. Mais c'est vachement salissant le blanc. Ben oui, c'est fait pour, en fait. Une usine blanche, ben on va voir la trace d'huile, le copeau, le problème. Donc, en fait, Toyota a décidé de peindre ses usines en blanc. Pareil, complètement sidérant. Nous, on a plutôt tendance à les peindre en noir, comme ça, on ne voit pas les problèmes. Eh ben non. Faire nettoyer, c'est aussi faire briller, montrer qu'en fait, il y a un problème. Et puis ensuite, on va être dans la phase standardisée, c'est-à-dire que pour qu'on soit pas... En fait, beaucoup d'entreprises pratiquent le 3S. Elles éliminent, elles rangent, elles nettoient. Et puis 3 mois après, elles éliminent, elles rangent, elles nettoient. Et puis 3 mois après, et on se dit, bah, alors parce qu'on entend beaucoup, hein, bah, je vais faire mon 5S, sauf qu'en fait, on fait plutôt du 3S. Parce qu'en fait, on n'a pas standardisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les cales, et on verra ça tout à l'heure, on viendra sur les standards, mais on n'a pas mis ce qu'il faut pour que la salissure ou que ça reste rangé. Donc c'est hyper important, c'est le 4e S, c'est la standardisation. Et après, il va falloir faire respecter ces standards. C'est ce qu'on appelle la VRS, vérification du respect du standard. On va régulièrement voir si le standard est respecté. Et s'il n'est pas respecté, ben on refait peut-être une formation. Mais on se pose aussi peut-être la question en disant, mais pourquoi mon standard n'est pas respecté? Est-ce que c'est le bon standard à ce moment-là? Ou est-ce qu'il faut modifier le standard, enrichir le standard? Et ça, c'est toujours dans cette démarche d'amélioration continue. Donc voilà vraiment les 5 phases les 5 S, c'est ces fameuses 5 phases. Et puis, ben, pour illustrer, hein, vous voyez, on aurait pu prendre des dizaines de photos, mais voilà, on arrive à partir d'un bazar, on en transforme à quelque chose d'ordonné, avec des fois, voilà, c'est beaucoup de scotch, c'est beaucoup de bon sens, mais c'est aussi, voilà, c'est de la rigueur, et c'est surtout, en fait, un des points, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Jean-Christophe, c'est qu'on fait ça, en fait, avec des opérateurs. C'est pas je descends du bureau, on va faire du 5S, c'est je prends une équipe d'opérateurs et on fait ensemble le 5S. On met en place le 5S parce que c'est eux qui vont trouver des solutions en disant mais ça non, ça m'intéresse pas. Ça, j'en ai besoin tout le temps. Ça, j'aimerais bien qu'il soit là. Ça, il faudrait effectivement peut-être mettre un morceau un support ici pour pouvoir le mettre en place. Donc, c'est vraiment des démarches. Le 5S est une. Alors, on commence par celui-là, des fondamentaux. C'est vrai que c'est fondamental parce que c'est très parlant, c'est facile. La démarche est pas simple, mais c'est facile d'impliquer les opérateurs. Ils comprennent très très vite le sens des opérateurs ou des gens dans les bureaux, parce qu'ils vont très vite comprendre l'intérêt de la démarche. Et là, vous allez commencer à amener à cette culture de l'amélioration continue sur des choses très concrètes qui sont utiles tous les jours. Voilà pour le 5S. Alors, c'est hyper rapide. Hein, en 10 minutes, pour décrire le 5S, c'est très rapide, mais c'est déjà le fondamental de ce qu'on peut, enseigner dans le Lean. Voilà. Je te repasse la main, Jean-Christophe. Absolument. Merci, Olivier. Donc, effectivement, le 5S, c'est poser le camp de base, en fait, hein, quelque part, hein, c'est ça, hein, pour aller un peu plus loin.
Donc, il faut toujours donner du sens. On ne fait pas le 5S par plaisir, on fait aussi le 5S parce qu'on a un certain nombre de problématiques, hein. Voilà, ça c'est un point qui est important. Donc, donner du sens, c'est un élément qui va être extrêmement important dans cette démarche Lean. Et on commence à donner du sens aussi en rendant visible alors les problèmes, mais en rendant visible aussi la performance attendue avec les équipes, avec les managers. Et ce qu'on constate souvent quand on arrive dans une entreprise, c'est que justement, on pose la question, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous avez atteint vos résultats? Et la réponse, on a souvent un petit temps de flottement hein, avant d'avoir cette réponse-là. Et donc, pourquoi? Eh bien, parce qu'on manque souvent de clarté hein, sur les objectifs à atteindre. C'est quoi nos objectifs de performance en matière de sécurité, de qualité, de délai, de coût? Donc, c'est des objectifs très concrets hein, de la journée pour l'équipe ou de la semaine pour l'équipe. Ça, c'est pas évident d'avoir des réponses. On a des systèmes de pilotage qui sont souvent complexes, qui sont souvent centrés sur le reporting à faire au niveau au-dessus, sans forcément comprendre pourquoi on a besoin de remonter ce type d'informations. Donc, on a du mal à embarquer les équipes et à animer les équipes autour de cette performance. Voilà, on a des managers qui sont plus à mode pompier, qui sont plus à assurer ces reportings-là que de mobiliser les équipes. Voilà, on constate ça en fait. Et un point qui est important et qu'il faut bien retenir, c'est que mieux piloter, mieux impliquer les équipes, c'est déjà amélioré. Quand on sait où on en est, on est capable de se projeter sur les actions à faire pour mieux faire. Donc, le point de la discussion, ça va être comment centrer les équipes en matière de management visuel, recentrer les équipes sur la visibilité de la performance. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a passé une bonne journée? Quels sont nos résultats? Donc, on parle de supervision active et d'animation à intervalles courts, d'AIC. En fait, l'idée, c'est que plutôt que de regarder dans le rétroviseur, donc ce qui s'est passé le mois dernier, et constater un peu les dégâts, on va essayer de mettre en place un pare-brise, donc regarder un peu ce qui se passe devant nous. Quels sont nos objectifs de demain? Qu'est-ce qu'on a fait comme résultat hier? Quels sont les problèmes qu'on a rencontrés? Et ça, on le fait avec les équipes de terrain. Donc, on va parler de véritables rituels à installer dans les entreprises, des rituels de pilotage participatif en créant des supports de management visuel très simples sur lesquels on a 4-5 indicateurs clés qui parlent aux équipes, qui sont souvent construits avec les équipes et qui permettent de leur donner l'information sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui reste à faire, quels sont nos problèmes. Les équipes participent à la remontée de ces problèmes, savent exactement où elles en sont et le manager de proximité, le chef d'équipe, est capable de recentrer les équipes sur l'essentiel, sur la valeur ajoutée attendue. Donc, ces rituels servent à garantir la performance quotidienne. Mieux voir, c'est mieux piloter. Mieux piloter, c'est être capable de savoir où on en est, donc de s'améliorer. C'est aussi de traiter les problèmes. C'est-à-dire, si on les cache, c'est sûr qu'on a peu de chances de les améliorer. Si on les cache, ça va s'amplifier. Donc, on est capable de faire ressortir, de faire remonter les irritants au fur et à mesure, dès qu'on les détecte, et dès que les équipes les détectent, pour être capable de les adresser et de les traiter dans le cadre de ces rituels de pilotage. Et puis, on développe le leadership. Le manager et le chef d'équipe est capable de développer un peu sa capacité managériale, son leadership au niveau des équipes, en redonnant un peu du sens managérial. Hein, voilà, donc ça, c'est un point qui est important. L'équipe a la capacité aussi de s'améliorer. On partage aussi une véritable culture de la performance avec les équipes. Voilà, ça sert à ça, ces rituels de management. Vous allez voir que c'est structuré, c'est participatif et c'est centré sur l'essentiel. Donc, il y a un certain nombre de conditions de réussite, puisque là, on va parler du rituel quotidien. Hein, ce sont des réunions qui durent 5 minutes, c'est court, c'est dynamique, c'est basé sur un support visuel hein, où les équipes sont debout avec le chef d'équipe. Hein, on parle de briefing aussi. Hein, et on a l'essentiel, en l'espace de quelques secondes, on voit l'essentiel de ce qui s'est passé. Donc, ça doit être très visuel, ça doit être participatif, ça doit être dynamique, puisqu'on est là aussi pour recentrer les équipes, embarquer les équipes sur le travail à faire dans la journée, et puis se poser les bonnes questions sur ce qui s'est passé la veille. C'est tourner vers l'action. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que ça se passe mieux?
Et puis, c'est terrain, donc c'est parlant aux équipes. Et on voit bien, elles comprennent bien les actions qu'elles doivent mener pour influer sur les indicateurs qui sont les leurs, du coup. Voilà, donc ce sont les conditions de réussite un peu de ces rituels de pilotage. Donc c'est sûr que si on met un seul rituel de pilotage quotidien avec un chef d'équipe et son équipe, on aura du mal à fonctionner. Donc on va parler d'une structure de pilotage à mettre en place, d'une pyramide de pilotage à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Le chef d'équipe avec son équipe, on va parler de top 5, hein, ce sont les briefings 5 minutes. Ça se passe à chaque prise de poste, chef d'équipe et son équipe qui va piloter la perf et remonter les sujets d'amélioration. On a ensuite un deuxième rituel qui va s'enchaîner, qu'on appelle top 15. Ce sont les chefs d'équipe ou les responsables d'entité avec le responsable de production. C'est là où on va consolider, regarder les difficultés communes, voir les résultats que l'on a obtenus au niveau de l'atelier ou au niveau de l'ensemble du service et partager en 15 minutes la performance et les difficultés qui sont un petit peu récurrentes. Donc, peuvent participer à ces top 5 minutes ou à ces top 15 minutes, pardon, ou à ces briefings 15 minutes, les services support, la maintenance, la qualité, la sécurité, les méthodes, pour capter aussi les problèmes qu'ils doivent traiter dans la journée. Et puis, on a le troisième niveau de rituels qui vont s'enchaîner, hein, ce qu'on appelle le top 30, où là, on a plutôt la direction du site, hein, avec les principaux managers qui sont là pour adresser les problématiques importantes, pour savoir ce qui s'est passé de façon consolidée et synthétique dans la semaine, dans la journée, et pouvoir prendre des décisions à leur niveau de responsabilité. Donc, vous voyez bien que c'est un mode de fonctionnement qui permet de remonter des informations et de redescendre rapidement aussi des réponses auprès des équipes dans ce circuit de pilotage de la performance. Donc effectivement, j'ai parlé de pyramide de pilotage, c'est juste pour illustrer, ça va être relativement rapide. Il faut poser le cadre de ce pilotage, échanger avec les managers, à quel moment on le fait dans la journée, à quel moment on démarre le top 5, comment on enchaîne sur le top 15, comment on enchaîne aussi sur le top 30, pour que ce soit simple, efficace, court et permettant de centrer sur les vraies performances de l'entreprise. Voilà, donc pyramide de pilotage à tous les niveaux, c'est du quotidien. Alors dans les services, ça peut être sur une base hebdomadaire, mais l'idée, c'est le pilotage au plus près de la performance avec les équipes. Donc les points abordés, si on se centre sur le top 5, donc le briefing 5 minutes avec les équipes, hein. Alors bien sûr, ça fonctionne si on est capable, avant la réunion de 5 minutes, de compléter le support de management visuel. Donc ça veut dire que c'est les équipes aussi qui vont progressivement dans la journée compléter les informations sur ce tableau. Le chef d'équipe aussi alimente une partie de ce tableau pour que lorsqu'on démarre la réunion de 5 minutes à la prise de poste, on ait toutes les informations nécessaires permettant de connaître la situation exacte de la journée de la veille et ce qui nous attend sur la journée d'aujourd'hui. Donc, il y a un tout petit peu de préparation, mais ça se fait au fil de l'eau et c'est rapide à faire. Et ça permet d'être beaucoup plus efficace dans cette réunion qui est courte, 5 minutes. Donc, ça se passe à chaque prise de poste, hein, ou à chaque changement d'équipe. On regarde des écarts par rapport aux objectifs, par rapport aux standards. On remonte les problèmes et on décide des actions très court terme que l'on peut mener dans la journée ou dans la semaine. Voilà, donc on anime la performance, on partage les résultats, on se centre sur les actions engagées. Et puis, un exemple d'ordre du jour, hein, très, très, très simple. Donc, c'est aussi des ordres du jour qui ne bougent pas, hein, c'est standard en fait, hein. Voilà, information générale, synthèse sur les irritants, la croix sécurité pour remonter les problèmes de sécurité, et puis où est-ce qu'on en est des indicateurs de performance avec donc les actions engagées, donc la mise à jour du plan d'action. Voilà quelques exemples pour terminer sur le management visuel et ces exemples d'animation à intervalles courts. Donc, vous voyez que c'est un tableau qui est sur le terrain, en fait, hein, un tableau visuel, hein, voilà, avec des couleurs, avec des smileys, avec de la météo, donc des choses qui sont parlantes. Ça permet d'aller à l'essentiel.
Les équipes sont debout, voilà, ça permet d'avoir une attitude dynamique et positive. Et puis, le chef d'équipe est au centre pour animer avec ses équipes ce moment centré sur les résultats et la performance. C'est extrêmement bien vu par les équipes. Ça permet de gagner en sérénité. Quand on comprend, quand on apprend à voir, on apprend aussi à comprendre et à décider ensemble. Donc, c'est voir ensemble, comprendre ensemble et agir ensemble. C'est l'intérêt de ces rituels de pilotage. Voilà, c'est le deuxième point clé des 5 fondamentaux de cette démarche. Je vais laisser, la parole à Olivier pour la suite. Merci Jean-Christophe. Alors, on a vu un des premiers fondamentaux, c'est de mettre en place une organisation 5S. Ça, c'est pas mal, c'est intéressant pour pouvoir amorcer la démarche. Ensuite, les AIC, parce que pour moi, c'est vraiment le squelette, en fait. C'est ça qui va permettre de faire remonter les problèmes, d'aller capter, de les voir et de les remonter. Après, derrière, si on voit des problèmes, il va falloir mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir traiter ces problèmes. On les voit, on en est conscient, on les visualise avec les AIC. Maintenant, comment on les traite? Parce que si on fait que voir les problèmes, on va les garder. Donc, l'idée, c'est de créer une démarche, une méthode, former en fait les gens à une méthode de résolution de problèmes. Alors, le pire, effectivement, serait de ne pas avoir de problème à résoudre. Et puis, on voit cette personne là qui invente, deux personnes qui ont plein de problèmes pour transporter leurs cailloux. Il y a quelqu'un qui a une solution, on ne l'écoute pas. Et comme disait aussi, et ça c'est quelque chose que je dis aussi très souvent, c'est ceux qui font qui savent. Et ils vont savoir effectivement que ça va être intéressant d'utiliser la roue. Alors, pourquoi une méthode de résolution de problème? Ça aussi, ce petit graphique que j'aime bien aussi montrer, c'est en fait, c'est éviter, voilà, c'est essayer de trouver tous ces petits cailloux. L'AIC, puisqu'elle est connectée directement sur le terrain, elle va détecter un certain nombre de petits cailloux dans la chaussure. C'est ce qui gêne tous les jours pour pouvoir marcher. Et donc, parmi ces petits cailloux, on va pouvoir, en fait, ça va être un filtre. L'AIC, ça permet de filtrer, en fait. Donc, de traiter les petits cailloux au bon niveau. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, on a quand même souvent plein de petits cailloux qui remontent très très haut. Et on se demande bien pourquoi est-ce que le directeur d'un site ou le patron d'une entité doit traiter le problème de papier toilette dans voilà, un truc, l'exemple vécu, mais voilà, ça peut arriver. Et puis, par contre, voilà, ça va permettre donc de résoudre ces problèmes, ça va permettre de traiter les bons problèmes au bon niveau. Ça évite aussi que, en fait, il y a un certain nombre de personnes, dont les délégués du personnel, s'appuient sur ces petits cailloux pour faire remonter, en fait, et de chanter toute la partie hiérarchique et en fait de remonter des informations, de s'appuyer sur des petits problèmes, en fait, pour mettre la pression sur la direction. Donc, si on arrive à filtrer, en fait, tout ça, et de traiter les problèmes au bon niveau, on va fluidifier. On est toujours dans cette histoire de flux, maximiser, optimiser les flux. Donc là, on optimise le flux de traitement de problèmes. Encore faut-il apprendre aux gens à traiter les problèmes. Et pour ça, en fait, il va y avoir des démarches qui sont... voilà, il va y avoir des démarches qu'on va voir par la suite. Alors, effectivement, je le disais, mais pourquoi est-ce qu'il faut traiter il faut une méthode. Parce que les problèmes, on en résout tous les jours. Mais une méthode, ça va permettre de traiter les causes. Souvent, on va se focaliser sur un point, une cause, et on va traiter cette cause. Peut-être que ce n'est pas la bonne. Peut-être que ce n'est pas celle qui est la cause racine. Donc, c'est vraiment important d'aller prendre le temps de dire c'est quoi la vraie cause de ce problème. Ensuite, c'est se baser sur des faits concrets. On a beaucoup c'est des effets un petit peu qu'on appelle l'effet Marguerite, c'est-à-dire qu'on dit c'est un peu, beaucoup, passionnément. Ça veut dire quoi? Moi, je passe beaucoup de temps en fait dans les entreprises à dire mais essayez de quantifier, mesurer. C'est quoi un peu? C'est quoi beaucoup? C'est combien? C'est une fois par jour, une fois par mois, 3 fois par an. Voilà, donner du concret, des faits concrets, d'aller sur le terrain, de se rendre compte quel est le problème. Ensuite, il va falloir aussi, pourquoi une méthode, c'est d'éviter le renouvellement. C'est le pire des problèmes, c'est celui qui revient 4 fois. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas allé à la cause racine, c'est qu'on n'a pas assez pris de temps pour bien comprendre quelle était l'origine du problème.
Et puis, effectivement, ben, c'est un problème, c'est limiter des coûts, de la non-qualité, mais aussi du dérangement, de la perturbation qu'on va générer. Parce qu'effectivement, quand on arrive dans un site et qu'on a un chef d'équipe qui a 4 ou 5 opérateurs qui sont devant son bureau pour essayer de traiter un problème, bah, ça va coûter effectivement de l'énergie. Donc, il va falloir l'énergie, du temps, et tout ça, c'est un coût. Et donc, c'est de créer en fait cette facilité pareil, c'est toujours dans la culture, hein, c'est que cette culture de résolution de problèmes, elle soit à tous les niveaux. C'est ça qui est difficile. On a des services méthodes, on a des services d'amélioration, on a des services, des gens qui sont capables de traiter des problèmes. Encore faut-il, le mieux étant que ça soit traité au bon niveau. Il y a un problème dans un atelier, on va le traiter dans l'atelier. Il y a un problème dans un service, on le traite dans le service. Et là, toutes les personnes, effectivement, de l'amélioration continue sont là pour aider, pour favoriser cette mise en place de méthodes de résolution de problèmes, mais pas pour traiter les problèmes. C'est souvent la confusion qu'on fait, en fait. Voilà, j'ai un service d'amélioration, allez, bon, on fonce, on fait une task force, on va traiter le problème, sauf que 3 mois après, il est revenu. Parce qu'en fait, ce n'est pas les gens qui sont vraiment sensibilisés, qui sont vraiment qui sont en train de tirer leur chariot avec les roues carrées, mais on emmène des gens en fait qui ont des idées, qui ont plein d'idées, mais c'est pas les gens qui sont sur le terrain qui vont résoudre le problème. Et on est toujours dans cette culture, hein, puisque le lean, c'est des choses qui existent déjà depuis longtemps. Hein. La route Deming, c'est quelque chose qui existait avant qu'on commence à parler de lean, mais on est bien dans cette méthodologie de plan, do, check, act. On prévoit, on fait, on vérifie et on évalue pour voir s'il ne faut pas refaire une passe. Donc on est tout le temps dans ce sens-là, l'histoire. Le lean, c'est effectivement, c'est de l'amélioration continue, c'est de la route Deming, c'est du PDCA, tout ça, c'est la même philosophie. Alors, très rapidement, hein, parce qu'effectivement, il y a plein de méthodes. Hein, moi, pour avoir l'occasion d'avoir travaillé dans différents groupes, on appelait ça la méthode dorée. C'était la méthode pour la démarche, pour obtenir des résultats efficacement. Il y a la méthode, il y a plein de termes en fait il y a de la 8D, il y a plein de termes. On a un tas de méthodos. En fait, ce qu'il faut retenir dans cette méthodologie, c'est qu'il y a 5 phases principales. Okay, la première, c'est de qualifier et de cadrer le problème. Ça, c'est souvent la plus importante et c'est souvent celle qu'on néglige le plus. Comme dit, je ne sais pas, un grand chef indien ou un bûcheron canadien, c'est si tu as 2 heures pour couper un arbre, prends 1 heure et demie pour aiguiser ta hache. OK ? Voilà. Le temps de bien préparer, de bien comprendre le problème, bien définir, bien qualifier, il faut prendre ce temps-là parce que c'est super important. Autrement, on risque de partir dans une mauvaise direction et de traiter un problème, mais que ce n'est pas à la cause. Ensuite, on va effectivement analyser les causes. Donc, il y a des outils, on va les voir, elles vont être déclinés par la suite. Donc, comment on analyse les causes? Déjà, comment est-ce qu'on essaye de balayer l'ensemble des causes et qu'après, quelles sont celles qui sont les plus impactantes? Donc, ça, c'est vraiment le temps d'analyse. Ensuite, on va définir des actions, puisque voilà, il va falloir être dans l'action. C'est traiter un problème, c'est trouver des solutions. Mais vous voyez que ça n'arrive qu'en 3e position. Si on commence par... Ça, c'est le grand classique. Hein, il y a un problème, hop, il y a une fuite, je mets un sparadrap. Sauf que peut-être que la fuite, c'est dû peut-être à de la rouille à l'intérieur. Il y a peut-être d'autres causes qui sont à l'origine de cette fuite. Mais le sparadrap, alors peut-être qu'il faut le mettre. Hein, c'est une solution, effectivement, c'est une solution palliative. Mais si on reste là-dessus, eh ben, on va pas forcément aller à l'origine du problème et il va revenir parce que le scotch va s'enlever, parce qu'il y a une autre fuite qui va se déclencher plus loin. Donc, c'est important, en fait, de vraiment de passer du temps en phase 1 et 2. Ensuite, on va vérifier l'efficacité. On est toujours sur une action. Ça peut être mise en place d'un standard. On met en place une action, on met en place un standard. On va voir aussi si c'est la phase standardisée, mais on va vérifier l'efficacité. Est-ce que c'est bien cette action? Et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois dans des chantiers, dans des groupes de travail où on avait fait toute cette démarche de résolution de problèmes. Et pourtant, finalement, il y a eu une autre cause qui est apparue. Il a fallu refaire parce qu'on n'avait pas complètement, mais c'est normal, hein, c'est des boucles. Hein, on a vu la PDCA, c'est un rond, c'est normal, pour pouvoir être sûr que ça fonctionne. Et puis, à la fin, standardiser. Et on va voir dans le dernier chapitre comment on peut standardiser, à quoi ça sert un standard.
rapidement, hein, sans aller dans le détail, ben voilà, dans toute la partie définir, c'est des Pareto, du QQO-QCP, des N et pas. Donc ça, c'est des outils qu'on peut utiliser. Donc le QQO-QCP, c'est qui, où, quoi, quand, comment, combien, pourquoi. Et puis le N et pas, on peut aussi se poser le qui. Ben, est-ce que c'est quelqu'un, mais est-ce que ce n'est pas lui? Ben voilà, on va détailler un peu ce QQO-QCP grâce à la méthode N et pas. On a sur les analyses des causes des diagrammes de cause-effet, des 5 pourquoi, Ishikawa, enfin tous ces outils qui sont utilisés et qui sont souvent maîtrisés dans les entreprises qu'on peut rencontrer. Mais c'est souvent la démarche complète qui n'est pas forcément maîtrisée. Ensuite, après, c'est du plan d'action, du management visuel sur la phase pour définir les actions, du suivi de plan d'action, ça c'est plutôt classique. Et puis après, des standards visuels qui restent aussi classiques et qu'on ne développe pas dans la dernière partie. Voilà, alors des cas de résolution de problèmes, ça peut être des choses. Alors, ça, cette image est importante parce que on s'imagine qu'une résolution de problème, c'est on se met dans un bureau, hop, on fait un compte. Il existe des outils qui sont assez complexes, qui peuvent être utilisés, mais il faut aussi amener cette culture que ça soit quelque chose de simple. C'est, on a un problème et puis on se réunit sur le terrain avec un ou deux opérateurs, une ou deux personnes du service, et on traite le problème directement sur le terrain. C'est pas la peine systématiquement d'aller se faire une réunion avec 10 personnes, un plan d'action sur 6 mois. Non, on peut traiter. Et c'est cette culture. C'est pas le plus évident, mais c'est d'amener de plus en plus en disant voilà, on fait l'AIC, on a identifié un problème. Moi, ce que je préconise, c'est après un top 5, c'est de dire on a réservé 15 minutes, le chef d'équipe réserve 15 minutes après son AIC, il n'avait pas de temps pour aller traiter un problème. Il n'aura peut-être pas de problème à traiter, tant mieux. Mais s'il en a un, il a ces 15 minutes qui sont disponibles et il va avec les opérateurs et puis on fait un peu de QQCP, un peu d'analyse de cause, de façon très simple, un peu de 5 pourquoi, mais on déroule bien cette démarche pour aller traiter le problème dans le fond. Et c'est ce qu'on voit exactement sur l'illustration qu'on a ici. Ça doit être quelque chose de très simple, mais qui doit devenir en fait quelque part un réflexe. J'ai un problème, et je fais une petite démarche, je fais une petite analyse très rapide, et ça permet de ne rien oublier, de traiter et d'impliquer effectivement les opérateurs dans la résolution des problèmes. Voilà de façon très rapide ce que peut être une méthode de résolution de problème. Voilà. Jean-Christophe, c'est à toi pour la suite. Il nous reste 10 minutes. Oui, merci Olivier. Donc effectivement, on avance, hein, on arrive progressivement vers la fin. Donc un des derniers fondamentaux de la démarche, c'est tu parlais effectivement de culture de l'amélioration continue. Eh bien, c'est aussi de créer les conditions pour qu'on puisse mener des chantiers par percée Kaizen. Donc, c'est plus un petit problème qu'on va résoudre en 15 minutes. À un moment donné, on a peut-être besoin de réimplanter un flux dans un atelier, de travailler sur un flux un peu plus transverse. Et donc, on va voir comment s'y prendre avec cette méthode par percée Kaizen. Donc, tu parlais de plans d'action qui peuvent durer 6 mois ou 1 an, dans lesquels, quelquefois, on ne se rappelle même plus de la pertinence et du pourquoi on avait mis cette action. Donc, voilà, en général, on a des ordinateurs remplis de plans d'action, mais dans la pratique, on a peu d'actions concrètes mises en place. Donc, le Kaizen, le chantier par percée Kaizen, c'est l'inverse. On va concentrer les efforts sur un temps réduit, donc ça peut durer 2, 3, 4 jours, voire 5 jours maximum. Et dans ce laps de temps, on mobilise les équipes sur le terrain pour transformer une ligne, une partie de l'atelier, un flux transactionnel ou un flux de service avec les équipes, et on met en place les résultats, on met en place les actions dans le cadre de ce chantier par percée Kaizen. Donc, on est efficace, on mobilise les équipes sur un temps court, on s'oriente vers des actions concrètes. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable aussi, bien sûr, de se remettre en question. Donc, bien préparer le chantier Kaizen, on va le voir juste après, va être un point qui est extrêmement important. Sortir un peu de sa zone de confort individuelle, puisque voilà, on a plein d'habitudes personnelles. Mais là, l'intérêt de le faire en équipe, c'est le fait de partager aussi une même compréhension des difficultés, de savoir aussi qui fait quoi et d'avoir une donc, compréhension des problèmes, mais aussi capacité à décider des actions d'amélioration ensemble
pour que l'amélioration soit partagée et soit acceptée par tous. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, on fédère les équipes, on fait adhérer par rapport aux besoins de changement, et puis on met en place des actions simples. Alors, on n'est pas là à engager des investissements de plusieurs centaines de milliers d'euros, hein. C'est des actions simples, très opérationnelles, qui permettent d'aller sur de l'amélioration, alors de conditions de travail, de délai, de temps de traversée, etc., mais réellement accessible dans un laps de temps court. Donc, pour que ça fonctionne, eh bien, c'est simple, hein, en fait, hein. Si on n'a pas l'adhésion du management, on n'y arrivera pas. Donc, ça veut dire que la préparation en amont est extrêmement importante. Pourquoi on doit faire ce chantier par percée Kaizen? Qu'est-ce qu'on veut gagner? Est-ce qu'on est capable de le gagner dans un laps de temps limité? Qui est-ce qu'on va embarquer dans ces actions? Voilà. C'est un animateur à temps plein, donc ça, c'est clair, hein. Donc, l'animation d'un chantier Kaizen, c'est extrêmement important. Et le rôle de l'animateur, c'est aussi extrêmement important pour embarquer les équipes, les animer, dynamiser et les mobiliser sur ce laps de temps. Mais en général, quand on a bien expliqué le problème, les équipes en sont bien conscientes et c'est elles qui sont là plutôt à essayer de rester un peu plus longtemps pour essayer de traiter le sujet. Donc, c'est un respect strict de la méthode. Donc, il y a un agenda, hein, dans les chantiers par percée Kaizen. On va utiliser quelques outils du Lean, hein, qui sont adaptés aux problèmes rencontrés. Ça peut être un diagramme spaghetti si on a des problématiques de déplacement. Ça peut être de l'analyse de déroulement si on a des problématiques au poste de travail, etc. Donc, il y a de la méthode, il y a un peu de rigueur. Il faut suivre l'agenda et s'assurer qu'on tient bien le timing par rapport aux objectifs que l'on s'est fixés. Et puis, on ne sera pas capable de tout faire dans le cadre de ce chantier, hein. On aura peut-être identifié une trentaine d'actions qui permettent de régler 80% des dysfonctionnements. Eh bien, si on arrive à mettre en place 25 actions terrain très opérationnelles dans les 3 ou 4 jours, c'est parfait. Il restera un petit peu d'actions à engager. Donc, on a un suivi sur le mois des actions restant à faire. On a surtout un suivi permettant de démontrer les résultats, de valoriser les résultats que l'on a obtenus. Hein, donc, on va le tester pendant le chantier Kaizen, mais aussi, il faut que ça tienne dans le temps. On cale les standards et on regarde si ça tient dans le mois qui suit en mettant en place les actions restantes. Donc, extrêmement important aussi, le rôle de l'animateur, l'implication des équipes, la communication sur ce qui a été fait pendant le chantier, sur ce qui est fait pendant le chantier et les résultats que l'on a obtenus. 3 phases clés. La préparation, tu l'as dit Olivier, c'est 80% de la réussite. Donc un chantier bien préparé, c'est un chantier qui aura beaucoup plus de chances de réussir. Donc il faut à peu près 3-4 jours de préparation et ça se passe 1 mois, 2 mois avant la phase physique du chantier opérationnel. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'événement Kaizen. On se retrouve sur le terrain avec les équipes pour pouvoir agir. Ça veut dire qu'on a réservé les créneaux, etc., etc. Les équipes, on leur a expliqué le pourquoi de ce chantier, leur rôle, etc. Donc, c'est des équipes qui sont dédiées à ça. Donc, ça peut être effectivement 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Attention à ne pas avoir non plus trop de personnes dans le cadre d'un chantier Kaizen. Ça peut être aussi compliqué à mobiliser. La phase physique pour transformer, et puis on a une phase de suivi, c'est ce que je disais derrière, qui va durer maximum 1 mois après le chantier Kaizen pour s'assurer que les résultats sont stables et pour régler les dernières actions. Voilà, quelques exemples. Donc là, c'est un exemple dans un flux de planification, donc un flux de services en fait, hein. Ça se passe dans une grande école de commerce où il fallait optimiser le planning des stages, des cours, etc. Donc là, ça se fait avec un outil qui est le diagramme de flux. Donc vous voyez le diagramme de flux avant, hein, c'est l'image que vous avez. On avait effectivement 70 actions. Tâches en fait dans ce diagramme de flux, donc très complexe, énormément de retravail, de reprise, de ressaisie, des doublons. Voilà, 18 outils informatiques différents qui étaient utilisés. Les équipes se sont mobilisées, ont mis à plat les situations actuelles, ont fait ressortir les irritants et ont proposé un diagramme de flux cible avec un plan d'action. Et donc, le diagramme de flux cible, après, eh bien, c'est qu'on a vraiment divisé le nombre de tâches de façon extrêmement importante, puisqu'on est passé de une quarantaine, voilà, 70 tâches à 40, hein, à 30 tâches, je ne vois pas exactement le chiffre, mais en fait, on a réduit considérablement le nombre de tâches, le nombre de transferts,
ça a accéléré et ça a permis de gagner en sérénité réellement dans ce processus. Un dernier exemple dans l'industrie, hein, où on voit effectivement que ça se passe sur le terrain. On a l'agenda des journées Kaizen, hein, voilà, heure par heure. On a les équipes qui sont mobilisées. On va faire des relevés de dysfonctionnement, relever des problèmes de sécurité. On va tracer les déplacements avec le diagramme spaghetti, voilà, qui est ici. On va ensuite tester, proposer des solutions, tester les nouvelles lignes. Hein, voilà, c'est ce qui vient juste là. Et puis, on va regarder les résultats que l'on a obtenus. Donc, on voit là les résultats avant-après. On a pu gagner en matière de qualité, de capacité à dégager de la surface, la réduction de stock et d'encours au poste de travail. Voilà. Puis les gaspillages qui ont été identifiés à 187 au départ du chantier. On est passé à 18 à la fin du chantier Kaizen. Voilà, puis on a gagné en sécurité en ergon. Voilà, donc percer Kaizen, c'est vite et fort pour mettre en place des solutions simples en mobilisant les équipes. On va passer au dernier des fondamentaux. Alors effectivement, 5 minutes pour vous présenter les standards, mais c'est court, mais voilà, on va le faire rapidement, mais c'est extrêmement important. Pour revenir sur ce que disait Jean-Christophe, la force des chantiers Kaizen, c'est pour l'avoir régulièrement au cours des différentes missions, c'est à chaque fois des résultats qu'on ne soupçonnait pas, parce qu'effectivement, on utilise l'intelligence collective, l'intelligence des gens qui sont sur le terrain et qui ont des idées et qu'il faut juste déclencher, mais créer un peu de méthodologie pour que ça fonctionne. Alors, ces chantiers Kaizen, eh ben, ils sont importants. On va le voir effectivement quand on va faire des chantiers Kaizen, on va faire des gains très importants. Le risque étant, c'est que ça revienne en arrière. On met en place, comme on voit sur la photo un petit peu avant, des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles façons de faire. Eh ben, si on ne met pas la cale, c'est le standard, et ben derrière, le risque, c'est que ça revienne et que 3 mois, 6 mois, 1 an après, on a des nouveaux collaborateurs qui arrivent, on a des nouvelles façons de faire qui interviennent. Et ben, on oublie en fait toutes les bonnes pratiques, tout ce qui fonctionne, tout ce qui fonctionnait bien pendant le chantier. Donc, c'est vraiment l'importance de caler des standards, de faire en sorte que l'amélioration, elle soit durable dans le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un standard? C'est la façon la plus claire et la plus sûre d'effectuer son travail, et ça sert de base effectivement pour la formation. Mais c'est la bonne pratique. C'est alors effectivement, peut-être qu'il peut y avoir différentes façons de travailler, que les gens, en fonction de leur sensibilité, vont avoir une façon différente de travailler. Et ben, on va trouver le meilleur compromis. Et tout le Lean est un compromis en fait entre ce qui est l'idéal et puis ce qu'on arrive à faire et ce que tout le monde arrive à faire. Ça, c'est un point important du standard. C'est que si on prend le meilleur opérateur qui va très très vite, et si on dit à un nouveau qui vient d'arriver en disant faut que tu fasses comme cette personne, ça risque d'être un peu compliqué. Donc il faut voilà, le standard, c'est la meilleure pratique faisable par tout le monde. Ok, ça va permettre de préserver aussi les savoir-faire et la compétence. Ça mesure la performance puisqu'on a défini une façon de faire, donc on va vérifier si on fait toujours cette façon. Et puis ça peut servir à l'amélioration. Et puis ça formalise le comment faire et permet, c'est toujours ce principe de VRS. Un standard n'existe que s'il est régulièrement vérifié. C'est une des premières choses que quand je regarde quand j'interviens dans une entreprise, c'est la date de la dernière mise à jour du standard. Si ça date de plus de 6 mois, c'est qu'il n'est pas vivant et que donc, c'est pas la dernière meilleure pratique. Peut-être qu'il y en a des autres. Et donc, c'est vraiment un outil vivant. C'est quelque chose qui, au-delà de ce qu'on peut avoir mis en place quand on faisait l'ISO 9002 sur plein de procédures, là, on fait quelque chose de très vivant. Donc, ce qui veut dire que il faut le modifier très souvent, il faut qu'il soit très simple. Parce que si c'est beaucoup de documents, beaucoup de choses très compliquées, ça va être difficile de faire vivre tous les jours. Peut-être tous les jours, j'exagère, mais au moins tous les mois, tous les 6 mois, ça va dépendre du contexte de l'entreprise. Donc, il faut vraiment qu'il soit très simple, très visuel, très, très accessible. Donc, voilà, les règles d'un bon standard, il faut qu'il soit visuel,
J'ai eu l'occasion de faire des standards pour PSA. C'était une usine en Russie en joint venture avec des Japonais. Donc, on parlait russe, anglais, japonais, français. On s'est vite rendu compte que faire un standard, c'était impossible si on venait avec des mots. Donc, en fait, on a fait des BD. Il y avait des pictogrammes. Donc, c'était que de la BD, c'était que des photos, que des pictos en disant je pousse, je pince, je vérifie, je contrôle, je clip, voilà, que des systèmes très très simples, pas de texte, minimum de texte. C'est clair, il est fait par les équipes, c'est au poste de travail et c'est évolutif. Voilà, ce qui effectivement, c'est résumé ce que j'avais dit un petit peu avant, mais très très important d'avoir des standards qui correspondent à ça. Alors, des exemples, hein, on a pu mettre des exemples. Ici, vous voyez des exemples. Voilà, c'est des choses qui ont été faites dans un logisticien qui permet en fait de mettre en place les bonnes pratiques. C'est suite à un chantier Kaizen où on a bien optimisé les postes de travail, notamment au niveau ergonomique. Et ben, tout a été mis en place pour que ça puisse rester dans le temps. Et là, vous voyez des petits panneaux de vigilance, un petit texte très écrit, mais qui doit sauter aux yeux, en disant attention, si je ne mets pas ma palette comme il faut, si je prends ma palette au sol et que je la mets sur le gerber, et ben, je vais me faire mal au dos. Alors que si je prends le gerber, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est comme ça. Et donc, ça, c'est une consigne qui est donnée dans nos standards. Mais derrière, eh ben, le chef d'équipe va venir régulièrement vérifier si l'opérateur respecte ce standard. Ça, si vous avez des standards, il faut systématiquement mettre en place un respect, une vérification de façon ritualisée. Lors d'un tour de terrain, on va vérifier les standards. C'est hyper important. Et la démarche, c'est pas d'aller faire du flicage, mais c'est d'aller toujours sensibiliser. Et puis aussi, c'est d'aller capter des meilleures pratiques en disant, bah, tiens, j'utilise plus tel ou tel outil, mais maintenant, je prends plutôt celui-là, ou je le mets plutôt à cette place-là. C'est important. Okay. Ça, c'est intéressant ce que tu me dis. C'est pas le standard. On va évaluer, on va regarder si c'est une bonne pratique de façon générale avec les collègues. Et puis, effectivement, on modifie le standard parce que si on considère qu'effectivement, c'est ce qui se fait de mieux, c'est une évolution, eh ben, on le prend en compte. Donc, on a vraiment ce côté, effectivement, vérifier. Si quelqu'un ne fait pas le standard et puis alors qu'il n'a pas d'autres pratiques, ben, on va intervenir pour dire attention, tu prends des risques et expliquer pourquoi il faut respecter ce standard-là. Mais en même temps, ça permet de faire évoluer régulièrement le standard. Et on voit que sur des systèmes informatiques, parce que c'est souvent des choses qui sont compliquées, si on n'a pas un petit peu un mode d'emploi, ben c'est intéressant. Ça peut être ici à droite, vous avez aussi un standard dans une mutuelle. Voilà. Comment est-ce qu'on fait quand on répond à un client? Ben, on décrit un standard. Alors, il y a un peu plus de texte ici, mais voilà, ça permet en fait, de rendre commun une bonne pratique. Et puis, des choses plus, effectivement, en maintenance, on peut avoir ce genre de choses qui fonctionnent. Donc, voilà, en fait, l'importance du standard. Sans trop m'étendre, on pourrait en discuter, comment faire un bon standard. Je pourrais vous montrer plein d'exemples. L'idée n'est pas là, mais c'est l'importance de mettre tout ça sous forme de standard. Voilà sur le standard de façon très rapide. Il y a plein de choses qu'on pourrait vous donner. Je repasse la main au Christophe. Voilà, on arrive à la fin de la web conférence, donc on a 2-3 minutes de retard, on s'en excuse. Donc effectivement, les 5 fondamentaux du Lean ont bien été posés. Le dernier étant les standards, puisque effectivement, au travers du 5S, on peut avoir du standard. On a aussi des standards dans les rituels d'animation, dans la résolution de problèmes, etc. Donc les standards sont les cales de l'amélioration continue et les cales de notre démarche. Donc, nous avons effectivement, au-delà de nos actions de conseil, bien sûr, des activités de formation que l'on réalise en présentiel, également en distanciel et en e-learning. Ce sont des parcours de formation certifiants qui sont éligibles au CPS sur les grades Yellow Belt, Green Belt et Black Belt en Lean et en Lean Six Sigma. Donc, Yellow Belt, animateur de résolution de problèmes. Green Belt, c'est un animateur de chantier d'amélioration Kaizen, par exemple. Et puis, le Black Belt, c'est un pilote de la démarche Lean ou Lean Six Sigma. Voilà, merci à vous. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Alors, ça a été pour certains des rappels.
pour d'autres une découverte. En tout cas, au travers des échanges qu'on a pu avoir, on voit qu'il y a quand même une bonne maturité, une bonne connaissance des différents sujets. C'est important de garder en tête ces basiques parce qu'on les oublie même sur des entreprises qui ont plusieurs années de mise en pratique de la démarche Lean. Merci à vous, en tout cas, pour votre participation. Et donc, eh bien, on a d'autres webconférences qui vont suivre. Hein, voilà. Donc, les questions-réponses ont été traitées. On a d'autres webconférences à suivre. Donc, vous avez les prochains agendas et calendriers. Donc, le 25 février, c'est sur la qualité des data, hein, qualité des données. On a ensuite l'accompagnement dans les démarches de transformation le 18 mars, la formation supply chain, hein, donc Lean Supply Chain, comment rendre encore plus efficient votre supply chain avec le Lean, donc le 15 avril, et puis l'analyse de risque sur les processus le 20 mai. Merci à vous. Camille, le mot de la fin. Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas Olivier et Jean-Christophe pour cette super webconférence. Donc voilà, vous avez pu noter les prochaines dates et si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, parce qu'il y en a eu beaucoup, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur nos réseaux ou sur notre site internet, et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis bon appétit. Très bonne fin de journée, bon appétit à tous.